On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de ma chaîne de la série dans laquelle je te parle de sociologie. Tu trouveras dans la description un lien d'une playlist avec toutes les vidéos de ma chaîne qui parlent de ce sujet. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du deuxième chapitre de cet ouvrage dont je t'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, qui va traiter des champs sociaux. Donc pour rappel, c'est un ouvrage qui a été écrit par le sociologue Alain Accardo, qui s'appelle Introduction à une sociologie critique, lire Pierre Bourdieu. Du coup, c'est une manière spécifique de faire de la socio, mais ce n'est pas la seule. Je t'invite à regarder la précédente vidéo sur le chapitre 1 à propos du naturalisme si ça t'intéresse, puisque les vidéos sur ce livre-là vont être... c'est nécessaire de les regarder dans l'ordre chronologique puisqu'elles se répondent les unes par rapport aux autres, et pour justement mieux comprendre les chapitres suivants, il faut avoir compris les premiers chapitres. J'espère que c'était clair. Donc dans ce chapitre-là sur les champs sociaux, on définit déjà l'espace social comme un système de positions sociales qui se définissent les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que pour pouvoir parler d'un champ en particulier, il faut définir d'autres champs et donc créer des intervalles pour définir ces différents champs. Ce qui est important dans cette notion de définir un champ par rapport à un autre, c'est la dimension relationnelle qu'il y a entre ces champs. C'est-à-dire que leur définition n'est pas absolue, n'est pas valable comme une loi mathématique dans l'univers, mais n'est valable que dans l'élaboration d'une relation entre différents champs. C'est ce qui nous permet d'éviter ce qu'il appelle l'erreur nominaliste, c'est-à-dire partir du principe que parce que l'on donne un nom à un champ, ceci définit une réalité absolue, immuable, matérielle, alors qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit plutôt d'une lecture de la société qui a été établie au fil du temps et sur laquelle on partage tous des croyances communes. Pour donner un exemple, on peut parler de champ politique, de champ médical, de champ scolaire, de champ économique, et on se met d'accord sur les critères tous ensemble pour dire que le champ économique, globalement, c'est tel élément, le champ médical, c'est tel élément, le champ sportif, c'est tel élément. Et des fois, les champs peuvent être un peu flous, on peut avoir du mal, par exemple, à délimiter la frontière entre le champ politique et le champ économique, ou par exemple, entre le champ artistique et le champ sportif. Enfin bref, des fois, les champs peuvent justement se mélanger entre eux, d'où le fait qu'on parle de relations et de définition des champs les uns par rapport aux autres, et pas comme des réalités absolues, immuable dans l'éternité. Selon Alain Accardo, ces différents champs sont positionnés dans l'espace social de façon hiérarchisée et de façon à ce que les différences entre ces champs se manifestent par des sortes de couples d'opposition de valeurs. C'est-à-dire qu'on va jouer sur des oppositions telles que noble, ignoble, pur, impur, distingué, vulgaire, loyal, déloyal, et en fait tous ces adjectifs-là et tous ces contraires en fait définissent plus ou moins les différents champs de la société et les organisent hiérarchiquement. Ensuite, il va mettre le doigt sur une notion hyper importante qui est celle de distance sociale, parce que la distance, au-delà d'être une réalité physique, quantifiable, mesurable avec un mètre ou je ne sais quelle autre unité de mesure, c'est aussi une distance sociale, c'est-à-dire que dans un même espace physique, on peut côtoyer des personnes physiquement très proches, comme par exemple autour d'une table au restaurant, et être socialement très distants les uns des autres. Je m'explique. Si tu mets à une table un riche aristocrate à côté d'une jeune femme célibataire avec 3 enfants qui dépend des aides sociales, ces deux personnes peuvent être physiquement proches à ce moment-là, mais socialement, il y a un monde qui sépare ces deux personnes, et évidemment, il y a un système hiérarchique qui s'établit entre les deux, puisque dans notre société, on part du principe que la condition sociale du riche aristocrate est plus positive et est plus un meilleur symbole de réussite que d'être mère célibataire qui vit avec les aides de l'État. Et donc la distance sociale ici est palpable malgré le fait que la distance physique est minime. Donc il explique que dans notre société, il existe des institutions dont le travail est de codifier ces distances sociales et ou de les faire respecter à travers des lois ou de la répression violente, etc. Comme par exemple en interdisant l'accès à certains services ou certaines ressources à une catégorie de la population et pas à une autre, etc. etc. En d'autres termes, la distance sociale existante entre les différents individus des différents champs sociaux, elle peut se manifester aussi dans l'espace physique, même si concrètement, comme je te l'ai dit, tu peux très bien trouver un riche noble à côté d'une mère pauvre. C'est possible. Mais globalement, la société, dans sa géographie elle-même, est organisée
organisées de façon à aller dans le sens de ces distances sociales. Et ça, si on s'intéresse à la géographie, on peut se rendre compte que même la construction d'une ville, l'architecture et l'occupation des espaces va être pensée en fonction de justement ces distances sociales. On va trouver des quartiers résidentiels où on va privilégier un certain type d'individus d'un certain type de champ social, et on va organiser d'autres espaces dans lesquels on va mettre d'autres individus qui viennent du même monde, entre guillemets. Et la distance sociale qui existe entre ces deux positions, entre les riches et les pauvres par exemple, va se manifester dans la géographie physique de la ville à travers l'espacement des immeubles et des habitations. Donc Alain Accardo définit l'ordre social comme un système global des espaces sociaux composés par des ensembles de positions qui sont définies, reliées et opposées les unes aux autres par des distances qui les séparent. Et il continue en disant « On comprend que toute modification de ces distances risque de modifier l'ordre social, puisque pour que l'ordre reste tel qu'il est, il faut que les distances soient respectées. Et si les distances commencent à être floues, justement comme je le disais tout à l'heure, si les champs, on n'arrive plus à les définir explicitement, eh ben, on se retrouve dans une situation déstabilisante de désordre social justement, et ça plaît moyennement aux personnes les plus privilégiées de ce système. Alain Accardo explique que dans la théorie, en principe, toute distance sociale peut être transgressée. La jeune mère de famille très précaire peut très bien, tôt ou tard, sortir de cette distance sociale par rapport aux riches nobles et se rapprocher socialement de lui d'une manière ou d'une autre. Ceci dit, il dit que les systèmes de position dans notre société restent toutefois très stable et résiste extrêmement longtemps. Et donc on peut se demander pourquoi. Pourquoi, si en principe on peut passer outre cette distance sociale, c'est-à-dire sortir de sa classe, avoir d'autres habitudes, d'autres comportements, avoir accès à d'autres choses, pourquoi est-ce que la tendance générale c'est que ces frontières restent si pas étanche mais presque quoi. Alain Accardo explique que si l'ordre reste tel qu'il est et si les champs sont si divisés les uns des autres, c'est parce que les individus ont tendance à se conformer, c'est-à-dire à intérioriser les normes et à les reproduire eux-mêmes. Donc pour lui, les agents sociaux se contraignent eux-mêmes dans cet ordre social et font inconsciemment le jeu de ce système pour qu'il reste tel qu'il est, même quand il les dessert. Il y a deux dimensions à prendre en compte dans le maintien de l'ordre social. La première dimension, c'est que déjà, il y a un arsenal de lois, de codes, de sanctions, de répression qui fait en sorte que cet ordre soit respecté. Donc des organismes et des institutions qui veillent à ce que cet ordre social soit respecté et qui va payer des personnes pour que cet ordre soit respecté. Mais il y a une deuxième dimension qui est celle des agents qui vont eux-mêmes reproduire ces normes-là en se conformant aux contraintes imposées par le système dans lequel ils vivent. Et il parle de ce qu'on appelle une spontanéité acquise, puisque la spontanéité, a priori, a l'air d'être une réaction totalement naturelle, irréfléchie et, comme son nom l'indique, spontanée. Sauf que pour lui, il dit qu'elle est acquise parce qu'on apprend dès notre plus jeune âge, inconsciemment, à ingérer ces normes, ces distances et ces codes, et elles font tellement partie de nous, on les intériorise tellement qu'elles vont faire partie comme d'une seconde nature entre guillemets, et donc elles vont modeler notre comportement et nos réactions par rapport à ces normes-là. Il explique aucun système social ne peut fonctionner sans une dose importante de conformisme de la part des agents, y compris de ceux qui se veulent anticonformistes. En gros, ce qu'essaye de nous expliquer Alain Accardo, c'est que la société, si elle est telle qu'elle est et si les différents champs sont hiérarchisés de cette manière-là, c'est non seulement parce qu'en effet il y a un système de domination mis en place, pensé et perpétué par des dominants, mais c'est aussi parce que à peu près tout le monde se conforme, volontairement ou pas, à ces normes en les reproduisant et en les réappliquant eux-mêmes. Et il est très difficile et très inconfortable de passer outre ces normes-là et de déstabiliser l'ordre social, puisque, comme on l'a dit, la première dimension du maintien de l'ordre, c'est que derrière, on peut se recevoir des sanctions, des peines, des amendes ou même un emprisonnement. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, la société utilise des mécanismes tels que les lois, les codes et les sanctions pour faire maintenir l'ordre, mais que c'est beaucoup plus efficace de faire que les gens se conforment eux-mêmes, de les convaincre que c'est mieux pour
pour eux de se conformer même quand ils sont dans une situation limitée, et c'est une façon pour la société de s'assurer que l'ordre va rester maintenu le mieux possible. Il va utiliser une analogie intéressante qui est celle de l'orientation géographique, à l'image d'une carte par exemple d'une ville sur laquelle on sait situer le nord, le sud, l'est, l'ouest, sur laquelle on sait lire les rues, etc. Et il va parler de l'espace social avec les mêmes termes en disant dans un espace physique, une ville par exemple, les habitants savent s'orienter à tout moment pour se rendre d'un point à un autre en empruntant le trajet le plus commode sans avoir besoin de consulter un plan et de réfléchir. Pourquoi ? Tout simplement parce que à partir du moment où tu es sorti dans la rue et que tu as compris comment était constitué ton quartier, ta ville, etc., une fois que tu as mémorisé les trajets, tu n'as plus besoin de toujours regarder une carte pour t'orienter. Tu intègres cette orientation et spontanément, tu vas savoir comment t'orienter dans ta ville, parce que tu l'as appris inconsciemment. Et il explique que, de même, dans un espace social, les agents savent s'orienter, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'il convient de faire, de quelle façon, à quel moment, pour obtenir quel résultat. Et j'ai trouvé que c'était une analogie très intéressante parce que on peut parler d'une réelle boussole interne sociale. À nouveau, si on revient à notre thématique des champs sociaux hiérarchisés, c'est que on apprend depuis tout petit, en intégrant inconsciemment les codes et les normes, comment calibrer notre boussole sociale pour nous déplacer dans cet espace social, pour relationner avec les autres agents sociaux, sans pour autant forcément réfléchir à pourquoi on s'oriente comme ça. Et donc, on revient à cette idée de conformisme et de consensus, on nous calibre entre guillemets notre boussole pour nous conformer dès notre plus jeune âge en nous faisant comprendre que si on appartient à tel champ, il vaudrait mieux pour nous qu'on y reste, entre guillemets. Alain Accardo explique que c'est une manière qu'ont trouvé les institutions qui cherchent à maintenir l'ordre social de dicter aux gens comment rester à sa place. Et même si le système n'est pas étanche, c'est-à-dire qu'on peut très bien transgresser ces normes, transgresser les frontières des champs et chercher à ne pas suivre la logique du système, de manière générale, il y a une forme de reproduction assez massive, assez généralisée, qui fait que la hiérarchie reste telle qu'elle est, tout simplement parce que sortir de cet ordre-là nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Ça a un certain coût en fait d'essayer de passer outre ces normes-là, et c'est loin d'être accessible absolument à tout le monde, à l'inverse de ce que veut bien nous faire croire les discours méritocratiques qui nous expliquent qu'en gros tout le monde peut devenir riche, tout le monde peut s'extraire de sa condition, tout est possible pour n'importe qui. Dans la réalité des faits, c'est plus compliqué que ça, et on a des contraintes non seulement extérieures mais aussi intérieures, acquises. Alain Accardo continue en expliquant que les différents champs sociaux dans l'espace social se différencient à travers leur logique interne, c'est-à-dire que la logique d'un champ n'est pas forcément la même que la logique d'un autre champ. Ils ont tous leur propre fonctionnement interne, avec toute une gamme de différents fonctionnements qui sont propres à ce champ. C'est-à-dire que le champ politique suit des règles du jeu qui ne sont pas exactement les mêmes que le champ économique, qui lui-même ne suit pas exactement les mêmes règles que le champ artistique, qui lui-même ne suit pas exactement les mêmes règles que le champ sportif, etc., etc., etc. Et là, on va revenir au premier chapitre du livre sur le naturalisme. Il explique donc que le fait de naturaliser les critères sociaux et la hiérarchie de ces différentes normes et de ces différents codes, c'est une façon de justifier l'existence de ce système et de le faire durer. Rendre ça naturel, c'est une manière de ne pas avoir à remettre en question ces différentes normes. Si par exemple on dit que le fait que le champ masculin soit naturellement supérieur et plus positif que le champ féminin, c'est une manière de le laisser tel quel et de rendre ces critères fatalistes et fatalement hiérarchiques, sans pouvoir les questionner. Si on ne remet pas en question cette prétendue nature, on ne peut pas gommer les inégalités qui découlent de cette hiérarchie. Chaque champ
possède un certain type de ressources et une certaine quantité de ressources. Et d'un champ à l'autre, ces ressources peuvent être plus ou moins abondantes. Les différentes ressources que l'on a répertoriées dans ce livre sont nommées sous le terme de capital, et il y en a quatre types de capital différents. La première ressource, c'est le capital économique, c'est-à-dire la quantité d'argent à notre disposition dans ce champ-là. Le deuxième type de ressource, c'est le capital culturel. On reviendra sur la notion de capital culturel dans une autre vidéo et aussi des autres capitaux, mais je vais quand même les citer pour cette vidéo. Le troisième type de ressources que l'on retrouve, c'est le capital social. Et le quatrième type de ressources que l'on retrouve, c'est le capital symbolique. Donc là, je les ai énumérées, mais on va revenir sur ces notions-là dans les prochaines vidéos à propos de ce bouquin, ne t'inquiète pas. Donc chacun des champs sociaux possède une quantité plus ou moins grande de ces différents capitaux, et si on reprend la métaphore du jeu, c'est-à-dire que chacun des champs a des règles de jeu particulières et chaque champ joue son propre jeu en plus de jouer dans la machine sociale, et ben ces capitaux on peut les voir comme des sortes de cartes à disposition. Quand tu as beaucoup de capital, tu as beaucoup de cartes que tu peux jouer, et quand tu n'as pas beaucoup de capital, et ben t'as pas beaucoup de cartes à jouer. Et donc ce jeu social va privilégier certains champs plutôt que d'autres en fonction de la quantité de capitaux à disposition, et donc en fonction de quantité de cartes à jouer à disposition. Et Alain Accardo dit que toute participation au jeu social suppose un coût, c'est-à-dire que chaque individu avec son petit capital va devoir apprendre à jouer ses cartes et à miser sur certains objectifs et peut-être pas d'autres, et va devoir justement apprendre les règles du jeu de son champ et de l'espace social de manière générale. Et donc il dit qu'il s'agit pour les agents sociaux d'investir et de convertir leurs capitaux de façon rentable. Pour te donner un exemple concret, il dit par exemple obtenir un emploi bien rémunéré en faisant jouer ses relations, c'est transformer du capital social en capital économique. Pourquoi ? Parce qu'avoir des bonnes relations, ça représente un certain capital social. Le capital social, c'est nos relations sociales. Et si on utilise notre capital social, donc ces relations, pour avoir un bon job, on transforme les ressources, on transforme nos cartes de capital social en cartes de capital économique. J'utilise mes relations sociales pour accéder à un emploi bien payé. Donc je vais miser des cartes pour en recevoir d'autres. Et il dit justement que les agents doivent apprendre à convertir, échanger, rentabiliser leurs capitaux. Et un point très important à retenir, c'est que là j'ai cité 4 types de ressources, 4 capitaux différents à disposition des différents agents, mais parmi ces 4 capitaux, il y en a un qui évidemment pèse beaucoup plus lourd dans le jeu, c'est le capital économique. Il faut vraiment garder en tête que le capital économique, c'est un peu le nerf de la guerre, et c'est celui que tout le monde veut s'accaparer, entre guillemets, puisqu'on vit dans une société capitaliste. Alain Accardo nous explique qu'un des moyens de domination par excellence, donc domination en s'accaparant les divers capitaux, a été et demeure le recours à la force sous ses formes les plus violentes. Ce que l'auteur nous explique à travers ce passage, c'est que pour que chaque joueur utilise ses cartes à bon escient, fasse en sorte de les garder, voire même essaye de choper de nouvelles cartes, il va inévitablement utiliser la force et la violence, qu'elle soit plus ou moins frontale, plus ou moins symbolique, qu'elle soit entre un individu et un autre, qu'elle soit entre un groupe et un autre, qu'elle soit entre une nation et une autre, peu importe, la notion de force et d'utilisation de violence est centrale pour comprendre pourquoi ces différents champs restent tels qu'ils sont dans ces positions-là hiérarchisées. C'est par la force et c'est par la violence que les dominants gardent leur position de dominant, qu'ils ont les cartes du jeu les plus avantageuses, et même qu'ils ont tout simplement plus de cartes que les autres. Et cette violence-là, elle n'est pas toujours évidente à déceler, puisque on baigne dedans depuis toujours et on nous apprend à ne pas la voir comme de la violence. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo dans laquelle je te parlerai du livre Comment la non-violence protège l'État de Peter Gelderloos.
Je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais dans tous les cas, j'en reparlerai quand je te ferai une revue de ce livre-ci, qui est très intéressant et qui justement explique comment en fait on baigne de toute façon dans un climat de violence, que cette violence en tout cas nous paraît lointaine alors qu'elle ne l'est pas tant que ça, et que on n'arrive pas à l'apercevoir comme telle à cause de plein de mécanismes très intéressants dont je te parlerai donc au moment de la revue. Mais pour cette vidéo, je pense que j'ai déjà dit énormément de choses, elle est très très dense, j'espère qu'elle aura été claire, j'espère que tu t'es pas trop perdu parce que parfois ça pouvait avoir l'air un peu abstrait. Donc j'ai vraiment fait de mon mieux, j'espère que ça a pu t'intéresser. N'hésite pas à faire un tour sur ma plateforme Utip si tu veux m'aider financièrement, et d'ailleurs si tu l'as déjà fait, merci infiniment, c'est super gentil, ça m'aide vraiment au quotidien. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort.